BX1+. Le face-à-face. La Belgique peut-elle redevenir un État unitaire ou est-ce qu'au contraire les régions sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important? Ce sont les questions qu'on va se poser dans le face-à-face maintenant, avec un débat qui a été relancé par Georges-Louis Boucher qui a indiqué il y a quelques jours être en faveur d'un État unitaire. C'était dans une interview au magazine Wilfried. Alors on va commencer par rappeler, Miliekov, que la montée en puissance des régions, c'est une constance historique et c'est la conséquence de plusieurs réformes de l'État. Oui, 6 au total. Il fut effectivement un temps où absolument toutes les décisions concernant le pays étaient prises par un seul organe, un organe tout-puissant qui faisait de la Belgique un État unitaire centralisé. Mais c'est un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître car c'était avant les années 70. En 1970 intervient la première réforme de l'État, une réforme qui créera les 3 communautés qui deviennent compétentes dans un premier temps uniquement pour les matières culturelles, un premier partage de compétences qui fera passer la Belgique à un État unitaire décentralisé. La deuxième réforme de l'État en 1980 donnera, elle, davantage de compétences à ces communautés et entraînera aussi la création des régions flamandes et wallonnes. Il faudra encore attendre la 3e réforme de l'État pour la création de la région bruxelloise. Mais avançons directement jusqu'en 1993 et la 4e réforme. Étape véritablement majeure, étape ultime du processus entamé 23 ans plus tôt, parce qu'avec cette 4e réforme, l'État belge devient en effet un État fédéral à part entière et non plus unitaire. Cela s'inscrit dans la Constitution et les entités fédérées, donc les communautés et les régions, sont autonomes et se gouvernent elles-mêmes. Voilà, et puis la dernière réforme de l'État en date est celle de 2011. Oui, la 6e donc, et avec l'accord dit papillon concocté par Elio Di Rupo et son gouvernement à l'époque, les régions et les communautés acquièrent encore davantage de compétences, allocations familiales, soins de santé, marché du travail. On parle ici d'un transfert massif. Il aura donc fallu 6 réformes de l'État et une 50aine d'années pour arriver à la Belgique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais et si on retournait en arrière? Et si on revenait à un État unitaire? Récemment, vous l'avez dit, une déclaration a fait largement réagir. Dans une interview accordée au magazine Wilfried, Georges-Louis Boucher déclarait être en faveur d'un retour à une Belgique unitaire, une recentralisation qui permettrait, selon le président du MR et informateur, plus d'efficacité. Et si cela n'est pas gérable, eh bien alors pourquoi pas diviser le pays, dit-il. Voilà, alors est-ce qu'on va revenir en arrière? Est-ce qu'on aura une 7e réforme de l'État? Ou est-ce qu'on verra la Belgique simplement disparaître? On va en discuter avec Jules Gueude. Bonjour, vous êtes essayiste. Allez, je vais dire que vous êtes un grand supporter des régions, vous avez travaillé avec François Perrin, vous êtes même plutôt favorable à un rapprochement de la Wallonie et de Bruxelles avec l'État français. Vous avez publié de nombreux ouvrages, je pense que le dernier c'est La Wallonie demain, exact. Aux éditions Mols en 2019, donc c'était l'an dernier. Et pour débattre, on a également invité Jacques de France. Bonjour, vous êtes secrétaire de la SBL B+. Oui. Rappelons ce qu'est B+, c'est une SBL qui veut promouvoir une Belgique la plus unie possible. C'est une SBL qui veut défendre une Belgique fédérale renouvelée. Ouais. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est extrêmement simple. Une Belgique qui fonctionne, efficace, solidaire, mais fédérale. Ça veut dire que ce qu'a dit Georges-Louis Boucher dans le magazine Wilfried, ça faisait plutôt plaisir à B+? Mais ça nous a un peu surpris parce qu'on se demandait pourquoi avec sa position il avait fait cette déclaration, d'autant plus que le mouvement réformateur n'est manifestement pas, aucun des partis actuels n'est évidemment partisan d'une Belgique fédérale. Il y a des tout petits partis, Nouvelle Alliance belge, BUB, etc., qui font la promotion d'une Belgique ancien système, par exemple avec les Belgiques des provinces, etc. Mais nous sommes intimement convaincus chez B+, que de toute évidence, à la fois dans ce que les gens pensent, parce qu'ils ont vécu depuis 1963, dans une situation de Belgique communautarisée, fédéralisée. Nos partis politiques, c'est de la même façon, ce sont tous, pour la plupart des partis, il y a le PTB... Qui est unitaire, mais c'est une exception. La plupart, ils sont soit francophones, soit néerlandophones. Certainement pas dans notre vocabulaire. Nous sommes une association qui défend une Belgique fédérale, avec des entités fédérées. Il faudra discuter après de savoir quelles entités. Ouais. Jules Gueude, le retour à une Belgique unitaire, c'est de la nostalgie, c'est une vue de l'esprit, ou ce serait quelque chose de intellectuellement défendable? Premier élément... La crise que la Belgique traverse actuellement n'est pas une crise politique comme chaque État est amené à en connaître. C'est une crise existentielle. Manu Reuys, le très influent éditorialiste du Standard, avait publié en 1973 un livre intitulé « Les Flamands » et dont le sous-titre était « Une nation en devenir ».
Là est bien la question. Ouais. Ça veut dire que vous pensez que la demande d'autonomie flamande fait en sorte qu'on va aller vers une Belgique de plus en plus morcelée ou des régions qui vont de plus en plus s'éloigner les unes des autres? Je pense que le fait même qu'il y ait une nation flamande, dont nul ne conteste l'existence, compromet de façon inéluctable la survie même du royaume. Ouais, parce que quand on parle de nation, on parle d'État, c'est ça la corollaire? La vocation naturelle et logique d'une nation, c'est de devenir un État, oui. Ouais. Effectivement. Oui, Jacques de France, vous êtes d'accord avec ça? Pas du tout, évidemment, parce que le concept de nation, d'abord, c'est quelque chose qui date fondamentalement du 19e siècle, hein, à l'époque où l'Allemagne, l'Italie se sont créés, un peu sous la forme d'ailleurs, en Allemagne c'est certainement le cas, sous la forme d'un État fédéral actuellement, mais ce qu'il y a, c'est que le concept de nation flamande, à mon avis, et c'est aussi le point de vue de B+, c'est un concept intellectualisé, développé pour faire croire au monde entier, et aux Flamands en particulier, qu'ils forment une nation. Ça, c'est mon sentiment, c'est le sentiment... Et vous n'avez pas le sentiment que c'est le cas? Mais quand je regarde d'abord la nature de la région flamande, il est bien évident qu'entre des gens de Gand et des gens de Hasselt, il y a des évidences en termes de disparité, activité économique, activité, situation politique, richesse, pauvreté, etc. Ça, c'est un aspect. Il est bien évident que sur le plan culturel, et là, je ne suis pas d'accord, par exemple, avec M. Goethe dans l'article qu'il a écrit dans Le Vif récemment, le concept de nation a été créé, à mon avis, fondamentalement sur une question de culture. Ouais. Jacques de France, comment est-ce que vous expliquez dans ce cas-là que près d'un flamand sur deux, un néerlandophone sur deux, vote soit pour le Vlaams Blok, Vlaams Belang, soit pour la N-VA, qui est un parti nationaliste? Ils doivent quand même avoir l'idée que ce programme-là leur convient. Alors, si je ne me trompe pas, il y a eu un sondage récemment qui a été publié qui a montré que finalement, dans les électeurs du Vlaams Belang, il n'y en a pas tellement que ça. Je crois que de mémoire, je pensais à 12% d'électeurs actuels du Vlaams Belang qui sont nationalistes. Ce qui est quand même différent d'un... Jules Gueux, cette poussée vers le séparatisme, elle existe ou elle n'existe pas? Elle est partagée ou elle n'est pas partagée? La façon même dont a été conçu le royaume en 1830, sans la volonté des populations, avec un monarque qui a été imposé par Londres, qui était une volonté finalement des grandes puissances de l'époque de se prémunir contre la France. On sait ce que Talleyrand pensait. Il disait 200 protocoles n'en feront jamais une nation. Bon. Le retour à l'État unitaire, j'imagine comment la Flandre doit réagir quand elle entend ça. Pendant tout le 19e siècle, l'État unitaire a été une catastrophe pour la masse populaire flamande. Ouais, parce qu'elle a été dominée par la bourgeoisie francophone. Elle a été relégué dans un état d'abattardissement politique, culturel et linguistique. Il a fallu attendre les années 1870 pour que les premières lois linguistiques soient adoptées. Et au début du XXe siècle, le cardinal Mercier parlait encore de l'unité belge cimentée par l'usage de la langue française. Donc il y a des raisons pour lesquelles le nationalisme néerlandophone existe. Ce que M. de France dit à propos de la nation, tout cela, cette longue lutte difficile du mouvement populaire flamand pendant des décennies a contribué à engendrer en Flandre un très fort sentiment d'appartenance collective. C'est la nation. Et on a vu que ça a laissé des traces, notamment durant les 2 conflits mondiaux. Dans les années 50, déséquilibre encore complet entre la Flandre et la Wallonie, question royale, guerre scolaire. Et puis en 1960, le balancier change sur le plan économique. La Flandre s'émancipe tandis que l'économie wallonne périclite. Et c'est à ce moment-là que le CVP, donc le Parti social chrétien flamand, on a parlé de l'État CVP, va tout faire pour créer un État dans l'État. Un peuple, un territoire, une langue, avec une totale homogénéité linguistique. Séparation avec la frontière linguistique. Ce que vous êtes en train de nous dire, Jules Gueux, c'est que finalement, la nation flamande et les leviers du pouvoir politique et économique flamand dans les mains de dirigeants flamands, ça existe déjà. Ça existe déjà, bien entendu. Ouais. Et alors, il faut, et ça, je voudrais le dire à M. de France, l'homogénéité linguistique jusqu'à l'expulsion des Wallons de Louvain, qui va être un cataclysme épouvantable, puisqu'il va entraîner, chose qui n'existe dans aucun autre État fédéral, la scission, l'un après l'autre,
des partis traditionnels. Alors, on ne va pas aller trop dans l'histoire, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on reste sur la question qu'on se posait au départ. Est-ce qu'aujourd'hui, Oui. on peut imaginer qu'on va vers autre chose que plus de régionalisme, voire vers l'autonomie, voire vers l'indépendance de la Flandre? Est-ce que c'est inéluctable ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va éviter parce que y a encore des réflexes belges qui existent? Jules Goethe d'abord, et puis après Jacques de France, cette question-là. Je ne dois pas vous rappeler que depuis le début des années 90, la Flandre est passée à l'heure confédérale. L'idée confédérale n'a pas été lancée par Bart de Wever et la NVA. Elle a été lancée à l'époque par le ministre-président flamand CVP, Luc van den Brand, et elle a été reprise après, adoptée par le Parlement flamand via les résolutions de 1999. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas reculer et qu'on continue d'aller dans cette direction? Oui. Est-ce que c'est souhaitable? Et le confédéralisme, tel que la Flandre le conçoit, pas seulement la NVA, mais également le CDNV, c'est pas un confédéralisme à 4 régions. C'est un confédéralisme à 2. 2 États, Flandre, Wallonie, avec cogestion de Bruxelles. Ouais, et ça, les francophones n'en prennent pas toujours conscience. Non, parce que jamais la Flandre n'admettra la reconnaissance de cette région bruxelloise à part entière. Ouais. Jacques de Alors là, France. c'est l'interprétation que vous en faites, mais est-ce que c'est le sentiment de la population néerlandophone, flamande, je veux dire? Bon, le nombre de personnes qui viennent travailler à Bruxelles tous les matins, par exemple, pour travailler dans l'administration flamande installée à Bruxelles, est-ce que ces personnes-là vont se rendre compte vraiment de ce que ça veut dire s'il y avait 2 États? Bon. Alors, 2 ou 3 ou 4? Non, attendez, s'il y en avait 2, parce qu'il est bien clair que dans l'idée de la NVA, certainement, C'est 2. quand on lit, c'est 2, et Bruxelles, 1 200 000 habitants, 10% de la population belge n'existe plus. C'est devenu une espèce de province, de colonie. Oui. Alors ça m'a l'air, au point de vue démocratique, tout à fait inacceptable. Ouais. Alors, La question, j'essaie de vous ramener sur la question centrale. Est-ce que ce phénomène de régionalisation, voire la marche vers l'indépendance de la Flandre, elle est inéluctable ou est-ce qu'on, j'imagine qu'à B+, on souhaite s'y opposer? Est-ce qu'on peut s'y opposer? Mais on peut s'y opposer uniquement en expliquant aux Flamands ce que ça voudrait dire. Si la Flandre devenait un État indépendant, imaginons, elle n'est plus dans l'Union européenne, de facto. Un État indépendant n'est plus dans l'Union européenne. Est-ce qu'elle va pouvoir y rentrer? La réponse est non. Parce que la France, avec les Corses, les Espagnols, avec la Catalogne, le Royaume-Uni, on ne sait pas, parce que chez eux, c'est tellement compliqué. Parce que l'Europe, avec 27 États, ça ne marche déjà pas. Avec 28 et puis 52, si la Ligue du Nord, etc. etc. Donc, 1, la Flandre n'obtiendra pas la reconnaissance. 2, si elle la reconnaîtrait, si elle l'obtenait, ce sera encore plus difficile pour les Flamands de fonctionner. Il y aura poste frontière à Meysse, entre Haute-Saint-Genèse, avec contrôle de papier, On est en train de faire etc. un peu de la politique fiction. Non, hein. attendez, la politique fiction, c'est ce qui va se passer. Oui. Comment va se passer le Brexit? On n'en sait rien. Oui. Mais en attendant, comment vont vivre les Britanniques? Jules Je voudrais répondre. Tout d'abord, vous dites qu'il y a une minorité de Flamands qui veulent l'indépendance. Il y a quand même, comme M. Grosfilet l'a rappelé, 49,4% de gens en Flandre qui sont prêts à voter pour la NVA et le Vlaams Belang. Ils l'ont fait. Les gens sont censés voter en connaissance de cause. Comme en Angleterre. Lorsqu'ils Bien sûr, votent, oui. lorsqu'ils votent pour des partis séparatistes, ils doivent en assumer toutes les conséquences. Et le jour où ces 2 partis auront une majorité absolue au Parlement flamand, leurs députés auront toute latitude de proclamer l'indépendance de la Flandre. Et le cas catalan ne peut pas être cité ici en exemple. Pourquoi? Parce que la Catalogne part. L'Espagne continue à subsister avec sa capitale Madrid, son gouvernement et son parlement. En Belgique, il n'y aurait plus à Bruxelles aucun pouvoir légitime pour s'opposer à un État flamand indépendant. Ouais. Et l'Union européenne ne pourrait qu'acter le divorce belge. C'est tout à fait différent de l'exemple, par exemple, espagnol. Que s'est-il passé au 20 Kosovo secondes, oui. dans la même situation? Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'on peut parler de situation de catastrophe, parce que ce serait une catastrophe, Oui. pour plein de raisons et des raisons économiques. Pour ma part, la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'avoir, et c'est une simplification de l'État belge fédéral, renouvelé, ce sera, par exemple, une Belgique avec 4 régions et la suppression des communautés. C'est une opinion personnelle de ma part, mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit sérieusement à B+. Ça leur supprimerait définitivement l'opposition perpétuelle depuis 1963, qui fait que tout le temps, dans n'importe quel sujet, c'est toujours un phénomène de dissociation entre les gens du Nord et les gens du Sud. Voilà, donc la Belgique à 4, ça c'est la solution idéale pour Jacques de France. Je vais vous demander en 15 secondes la solution idéale pour Jules Goethe dans le futur. Moi, ça fait 10 ans que je situe ma réflexion dans l'après-Belgique.
Je suis convaincu que cet État va connaître un démantèlement inéluctable. On passera par le confédéralisme, on réduira l'État à Peau de chagrin. une coquille vide, et il ne faudra plus longtemps après, à la Flandre, pour déclarer que cette coquille vide est superflue et qu'il faut la supprimer. À ce moment-là, ma réflexion, depuis 10 ans, se situe: que devenons-nous, Wallons et Bruxellois et germanophones? Et qu'est-ce qu'on devient? En une phrase? Un État indépendant? Non, pas du tout. On a depuis 10 ans bien approfondi les scénarios post-belges, notamment en termes de droit international, partition de la dette, fixation des frontières. Une Wallonie indépendante et un Wallobrück sont des sociétés dont sont deux scénarios irréalistes sur le plan financier. Et à mon sens, la seule possibilité d'avenir pérenne et crédible pour la Wallonie, ce serait une intégration à la France par le biais d'un statut particulier que pourrait lui conférer très aisément la Constitution française. Merci. Vous ne parlez pas de Bruxelles. Si, il a dit Wallonie-Bruxelles. Oui, mais... Non. Bon. Pour moi, Allez. Bruxelles, pour moi, deviendrait une ville libre, indépendante, et ce serait une sorte de jackpot pour elle sur le plan économique. Alors, on a compris que vous n'avez pas la même vision. Merci beaucoup. On va en rester là pour aujourd'hui. Jacques Defrance, secrétaire de la SBL B+, et Jules Gueude, essayiste, pour ces échanges.